messieurs, merci d'être aussi nombreux ce soir pour cette première représentation du premier spectacle depuis la création de l'école de théâtre qu'on appelle Théâtre Molière-Sorbonne. C'est notre deuxième spectacle en tout, puisque le premier c'était Tartuffe. Si vous vous attendez à voir du Molière ordinaire avec les fâcheux, vous serez déçus. Ce n'est ni les Fombreux de Scapin, c'est-à-dire ni une comédie à l'italienne, ni une grande comédie-ballet délirante comme Le Bourgeois Gentilhomme ou Le Malade Imaginaire, ni une pièce dite morale comme sont Tartuffe, enfin comme ont été désignés postérieurement au XVIIe siècle, Tartuffe, Le Misanthrope ou Les Femmes Savantes. Il se trouve que si Molière présente sa pièce, et je sais que certains d'entre vous ont revu évidemment leur pièce hier, ont relu la préface de Molière, donc vous êtes bien armés, mais en lisant la préface de Molière, vous devez savoir qu'il explique que ce qui était prévu pour la grande fête de l'inauguration du château de Vaux-le-Vicomte, c'était un spectacle qui devait comporter une comédie et un ballet, parce qu'il n'y avait pas, quand il y avait un spectacle offert au roi, de grandes fêtes sans collation, musique, comédie et ballet. Mais il se trouve que comme le ballet était dansé par le roi et la cour elle-même, et que la cour venait avec le roi en spectateur devant ce théâtre, il fallait utiliser uniquement les danseurs professionnels, donc ils étaient en petit nombre à ce moment-là, même si l'Académie royale de danse venait d'être créée depuis 1 ou 2 ans. Il se trouve donc que, du fait du petit nombre de danseurs, il fallait trouver un spectacle dans lequel il n'y ait pas un grand ballet séparé de la comédie, mais une comédie avec des entrées de ballet. Et Molière, en fait, a eu l'idée géniale, comme il était confronté, en fait, à des entrées de ballet qui étaient déjà préparées par le musicien Beauchamp et le danseur, le maître à danser Beauchamp, il a eu l'idée géniale de concevoir une comédie qui était elle-même une sorte de ballet, c'est-à-dire qui fonctionnait selon le principe des entrées de ballet, comme dans un grand ballet de cour. C'est la raison pour laquelle le personnage principal n'est pas un fou comme la plupart des personnages de Molière les plus importants, mais c'est un personnage plutôt au contraire raisonnable, un personnage raisonnable, mais qui subit une série d'entrées, comme dans un ballet de cour, une série d'entrées de fous qui, les uns après les autres, viennent l'empêcher d'aller à son rendez-vous. Donc c'est une pièce toute simple, mais pour bien l'apprécier, il ne faut pas se mettre du côté du personnage qui subit les fâcheux, mais il faut au contraire regarder les fâcheux comme les fous, c'est-à-dire que c'est une sorte de pièce inversée par rapport à ce qu'on attend de Molière d'ordinaire. Je termine d'un mot, c'est aussi une pièce par laquelle Molière a mérité, dans quelques mois après, son surnom de peintre, parce qu'en fait, il se met là vraiment à peindre des comportements ridicules des gens de la cour, c'est-à-dire qu'ils correspondent de plus en plus à ce moment-là à ce qu'aujourd'hui on appellerait un humoriste, puisqu'il se moque des comportements de ses contemporains, et ça a été évidemment admiré particulièrement à l'époque. Et donc cette comédie-ballet est à la fois une comédie-ballet, comment dirais-je, fondée sur une revue et en même temps sur une peinture extraordinaire, extraordinairement nouvelle à l'époque, des caractères de son temps. Merci.
Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassinés? Il semble que partout le sort me les adresse, et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espèce. Mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui, et 100 fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'a prise à dîner de voir la comédie, où, pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rude châtiment. Il faut que je te fasse un récit de l'affaire, car je m'en sens encore tout ému de colère. J'étais sur le théâtre, en humeur d'écouter la pièce qu'à plusieurs j'avais ouï vanter. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon s'est entré brusquement, en criant « Oh là, oh, assiège promptement !» Et de son grand fracas surprenant l'assemblée, dans le plus bel endroit à la pièce troublée. Et mon Dieu, nos Français, si souvent redressés, ne prendront-ils jamais un air de gens sensés, ai-je dit? Et faut-il que sur nos défauts extrêmes, en théâtre public, nous nous jouions nous-mêmes et confirmions ainsi par des éclats de fous ce que chez nos voisins partout on dit de nous? Tandis que là-dessus je haussais les épaules, les acteurs ont voulu continuer leur rôle. Mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas, et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que dans les côtés il pût être à son aise, au milieu du devant il a planté sa chaise, et de son large dos morgant les spectateurs, aux trois quarts du parterre a caché les acteurs. Un bruit s'est élevé, dont un autre eut honte, mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte, et se serait tenu comme il s'était posé, si pour mon infortune il ne m'eût avisé. « Oh, marquis !» m'a-t-il dit, prenant près de moi place. « Comment te portes-tu? Souffre que je t'embrasse !» Au visage sur l'heure un rouge m'est monté, que l'on me vit connu d'un pareil éventé. Je l'étais peu pourtant, mais on en voit paraître de ces gens qui, de rien, veulent fort vous connaître, dont il faut au salut les baisers, s'essuyer, et qui sont familiers jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait à la bord, sans questions frivoles, plus haut que les acteurs élevant ses paroles. Chacun le maudissait, témoin pour l'arrêter. Je serais, ai-je dit, bien aise d'écouter. Tu n'as point vu ceci, marquis? Ah, Dieu me donne, je le trouve assez drôle et je n'y suis pas âne. Je sais par quelle loi un ouvrage est parfait, et Corneille me vient lire tout ce qu'il fait. Là-dessus de la pièce, il m'a fait un sommaire, scène à scène averti de ce qu'il s'allait faire, et jusque à des vers qu'il en savait par cœur, il me les récitait tout haut avant l'acteur. J'avais beau m'en défendre, il a poussé sa chance, et c'est de vers la fin longtemps levé d'avance, car les gens du bel air, pour agir galamment, se gardent bien surtout d'ouïr le dénouement. J'en rendais grâces au ciel et croyais de justice qu'avec la comédie eût fini mon supplice. Mais comme si c'en eût été trop bon marché, sur nouveau frais mon homme à moi s'est attaché, m'a conté ses exploits, ses vertus non communes, parler de ses chevaux, de ses bonnes fortunes, et de ce qu'à la cour il avait de faveur, disant qu'à m'y servir il s'offrait de grand cœur. Je le remerciai doucement de la tête, minutant à tout coup quelque retraite honnête. Mais lui, pour le quitter, me voyant ébranlé, « Sortons, se m'a-t-il dit, le monde est écoulé. » Et sorti de ce lieu, me la donnant plus sèche, « Marquis,
Allons au cours faire voir ma calèche. Elle est bien entendue et plus d'un duc et père. En fait, à mon faiseur, faire une du même air. Moi, de lui rendre grâce, et pour mieux m'en défendre, de dire que j'avais certains repas à rendre. À part bleu, j'en veux être étant de tes amis, aimant comme maréchal à qui j'avais promise. De la chair, je fais, la dose est trop peu forte pour oser y prier des gens de votre sorte. Non, m'a-t-il répondu, je suis sans compliment, et j'y vais pour causer avec toi seulement. Je suis des grands repas fatigués, je te jure. Mais si l'on vous attend, je fais, c'est injure. Tu te moques, marquis, nous nous connaissons tous, et je trouve avec toi des passe-temps plus doux. Je pestais contre moi, l'âme triste et confuse, du funeste succès qu'avait eu mon excuse, et ne savais à quoi je devais recourir pour sortir d'une peine à me faire mourir, lorsqu'un carrosse, fait de superbes manières, et comblé de laquais et devant et derrière, c'est avec un grand bruit devant nous arrêter, d'où sautant un jeune homme amplement ajusté, mon importun et lui courant à l'embrassade, on surprit les passants de la brusque incartade. Et tandis que tous deux étaient précipités dans les convulsions de leur civilité, je me suis doucement esquivé sans rien dire, non sans avoir longtemps gêné d'un tel martyr, et maudit ce fâcheux dont le zèle obstiné m'ôtait au rendez-vous qui m'est ici donné. C'est son chagrin mêlé au plaisir de la vie. Tout ne va pas, mon sieur, au gré de notre envie. Le ciel veut qu'ici-bas, chaque année c'est fâcheuse. Et les hommes seraient sans cela trop heureux. Mais de tous mes fâcheux, le plus fâcheux encore, c'est Thamis, le tuteur de celle que j'adore, qui rompt ce qu'à mes voeux elle donne d'espoir, et fait qu'en sa présence elle n'ose me voir. Je crains d'avoir déjà passé leur promise, et c'est dans cette allée où devait être leur fils. L'heure d'un rendez-vous d'ordinaire s'étane et n'est pas resserré aux bornes d'un instant. Il est vrai, mais je tremble et mon amour extrême d'un rien se fait un crime envers celle que j'aime. Si ce parfait amour que vous prouvez si bien se fait vers votre objet d'un grand crime de rien, ce que son cœur pour vous sent de feu légitime, en revanche lui fait un rien de vos crimes. Mais, tout de bon, crois-tu que je souhaite d'elle aimer? Quoi? Vous doutez encore d'un amour confirmé? Ah, c'est malaisément qu'en pareille matière, un cœur bien enflammé prend assurance entière. Il craint de se flatter et dans ses divers souhaits, ce que plus il souhaite et ce qu'il croit le moins. Mais songeons à trouver une beauté si rare. Monsieur, votre rabat par devant se sépare. Rapporte. Laissez-moi l'ajuster, s'il vous plaît. Ouf, tu m'étrangles, fat. Laisse-le comme il est. Souffrez, qu'on peigne un peu. Sottise sans pareil. Tu m'as d'un coup dedans presque emporté l'oreille. Vos canons, Laisse-les qui prennent trop de soucis. ils sont tous chiffonnés. Je veux qu'ils soient ici. Accordez-moi du moins, pour grâce singulière, de frotter ce savon qu'on voit plein de poussière. Frotte donc, puisqu'il faut que j'en passe par là. Le voulez-vous porter, fait comme le voilà? Mon Dieu, dépêche-toi. Ce serait conscience. C'est assez. Donnez-vous un peu de patience. Il me tue. En quel lieu vous êtes-vous fourré? Vêtu de ce chapeau pour toujours s'emparer. C'est fait. Donne-moi donc. Le voilà par terre. Je suis fort avancé. Que la fièvre te serre. Permettez calme de cougeot. Il ne me plaît pas. Au diantre tout valet qui vous est sur les bras, qui fatigue son maître et ne fait que déplaire, à force de vouloir trancher du nécessaire. Mais, vois-je pas un fils? Oui, c'est elle qui vient. Où court-elle si vite et quel homme la tient? Quoi?
ces lieux devant elle paraître et passer en feignant de ne me pas connaître. Que croire? Qu'en dis-tu? Parle donc, si tu veux. Monsieur, je ne dis rien de peur d'être fâcheuse. Et c'est l'être, en effet, que de ne me rien dire dans les extrémités d'un si cruel martyr. Fais donc quelque réponse à mon cœur abattu. Que dois-je présumer? Parle, qu'en penses-tu? Dis-moi ton sentiment. Monsieur, je veux me taire et ne désire point trancher du nécessaire. Peste l'impertinent. Va-t'en suivre leur passe. Vois ce qu'ils deviendront et ne les quitte pas. Il faut suivre de loin. Oui. Sans que l'on me voie, ou faire aucun semblant que précisément voie. Non, tu feras bien mieux de leur donner avis que par mon ordre exprès ils sont de toi suivis. Vous trouverai-je ici? Que le ciel te confonde, homme à mon sentiment le plus fâcheux du monde. Ah, que je sens de trouble et qu'il m'eût été douce, qu'on ne lui fait manquer ce fatal rendez-vous. Je pensais y trouver toutes choses propices, et mes yeux pour mon cœur y trouvent des supplices. Monsieur, Orphise et Charles viennent de ce côté. Ah, d'un trouble bien grand je me sens agité. J'ai de l'amour encore pour la belle inhumaine, et ma raison voudrait que j'eusse de la haine. Votre raison ne sait ce qu'elle veut, ni ce que sur un cœur une maîtresse peut. Bien que de s'embarter, on est de justes causes. Une belle dame rajuste bien des choses. Hélas, je te l'avoue, et déjà cet aspect, à toute ma colère imprime le respect. Votre front, à mes yeux, montre peu d'allégresse. Serait-ce ma présence raste qui vous blesse? Qu'est-ce donc? Avez-vous et sur quel déplaisir? Lorsque vous me voyez, poussez-vous des soupirs. Hélas, pouvez-vous bien me demander cruel ce qui fait de mon cœur la tristesse mortelle? Et d'un esprit méchant, n'est-ce pas un effet que feindre d'ignorer ce que vous m'avez fait? Celui dont l'entretien vous a fait à ma vue passer. C'est de cela que votre âme est émue. Insultez inhumaine encore à mon malheur. Allez, il vous sied mal de railler ma douleur et d'abuser ingrate, à maltraiter ma flamme, du faible que pour vous, vous savez qu'à mon âme. Certes, il en faut rire et confesser ici que vous êtes bien fou de vous troubler ainsi. L'homme dont vous parlez, loin qu'il puisse me plaire, est un homme fâcheux dont j'ai su me défaire. Un de ces importants et sots officieux qui ne sauraient souffrir qu'on soit seul en des lieux et viennent aussitôt avec un doux langage vous offrir une main contre qui l'on enrage. J'ai faim de m'en aller pour cacher mon dessein. Jusqu'à mon carrosse, il m'a prêté la main. Je m'en suis promptement défaite de la sorte, et j'ai pour vous trouver rentré par l'autre porte. À vos discours, Orphise, ajouterai-je fouet, et votre cœur est-il tout sincère pour moi? Je vous trouve fort bon de tenir ces paroles, quand je me justifie à vos plaintes frivoles. Je suis bien simple encore et ma sotte bonté. Ah, ne vous fâchez pas, trop sévère beauté. Je vais courir en aveugle étant sous votre empire tout ce que vous aurez la bonté de me dire. Trompez si vous voulez un malheureux amant, j'aurai pour vous respect jusques au monument. Maltraitez mon amour, refusez-moi le vôtre, exposez à mes yeux le triomphe d'un autre. Oui, je souffrirai tout de vos divins appaces, j'en mourrai. Mais enfin, je ne m'en plaindrai pas. Quand de tels sentiments régneront dans votre âme, je saurai pour ma part. Marcus! En route! Madame, de grâce,
grâce, pardonnez si je suis indiscrète, en osant devant vous lui parler en secret. Avec peine, marquis, je te fais la prière, mais un homme vient là de me rompre en visière, et je souhaite fort, pour ne rien reculer, qu'à l'heure de ma part tu l'ailles appeler. Tu sais qu'en pareil cas, ce serait avec jouet que je te le rendrais en la même monnaie. Je ne veux point ici faire le capitaine, mais on m'a vu soldat avant que courtisan. J'ai servi 14 ans et je crois être en passe de pouvoir d'un tel pas me tirer avec grâce et de ne craindre point qu'à quelque lâcheté le refus de mon bras me puisse être imputé. Un duel met les gens en mauvaise posture, et notre roi n'est pas un monarque en peinture. Il sait faire obéir les plus grands de l'État, et je trouve qu'il fait un digne potentat. Quand il faut le servir, j'ai du cœur pour le faire, mais je ne m'en sens point quand il faut lui déplaire. Je me fais de son ordre une suprême louée, pour lui désobéir, cherche un autre que moi. Je te parle, vicomte, avec franchise entière, et suis ton serviteur en toute autre matière. Adieu. 50 fois au diable les fâcheuses! Où s'est donc retiré cet objet de mes vœux? Je ne sais! Pour savoir où la belle est allée, va-t'en chercher partout. J'attends dans cette allée. Mais fâcheux à la fin se sont-ils écartés? Je pense qu'il en pleut ici de tous côtés. Je les fuis et les trouve, et pour le second martyr, je ne saurais trouver celle que je désire. Le tonnerre et la pluie ont promptement passé, et n'ont pas de ces lieux le beau monde chassé. Plutôt ciel, dans les dons que ces soins y prodiguent, qu'ils en eussent chassé tous les gens qui fatiguent.
Le soleil baisse fort et je suis étonné que mon valet encore ne soit point retourné. Bonjour. Et quoi? Toujours ma flamme divertie. Console-moi, marquis, d'une étrange partie que je perdis hier contre un saint bouvain, à qui je donnerai 15 poings et la main. C'est un coup enragé qui depuis hier m'accable et qui ferait donner tous les joueurs au diable. Un coup assurément à se pendre en public. Il ne m'en faut que 2, l'autre a besoin d'un pic. Je donne, il apprend 6 et demande à le faire. Moi, me voyant de tout, je n'en voulu rien faire. Je porte l'as de trèfle, admire mon malheur. L'as, le rouet, le valet, le 8 et 10 de cœur, et quitte comme au point allait la politique, dame et rouet de carreau, 10 et dame de pique. Sur mes 5 cœurs portés, la dame arrive encore, qui me fait justement une quête majeure. Mais mon homme avec l'as, non sans surprise extrême, des bas carreaux sur table, étale une 6e. J'en avais écarté la dame avec le rouet, mais lui fallant un pic, je sortis hors des frais, et croyais bien du moins faire 2 points uniques. Avec les 7 carreaux, il avait 4 piques. Et jetant le dernier m'a mis dans l'embarras de ne savoir lequel garder de mes 2 as. J'ai jeté l'as de cœur, avec raison me semble, mais il avait quitté 4 trèfles ensemble. Et par un 6 de cœur, je me suis vu capote, sans pouvoir de dépit proférer un seul mot. Morbleu, fais-moi raison de ce coup effroyable, à moins que l'avoir vu. Peut-il être croyable? C'est dans le jeu qu'on voit les plus grands coups du sort. Parbleu, tu jugeras toi-même si j'ai tort, et si c'est sans raison que ce coup me transporte. Car voici nos 2 jeux qu'esprit sur moi je porte. Tiens, c'est ici mon port, comme je te l'ai dit, et voici... J'ai compris le tout par ton récit, et voué de la justice au transport qui t'agite. Mais pour certaines affaires, il faut que je te quitte. Adieu, console-toi pour tant de ton malheur. Qui? Moi? J'aurai toujours ce coup-là sur le cœur. Et c'est pour ma raison pique un coup de tonnerre. Je le veux faire au moins voir à toute la terre. Le 6 de cœur. En quel lieu sommes-nous? De quelque part qu'on tourne, on ne voit que des fous. Ah, que tu fais languir ma juste impatience. Oh, monsieur, je n'ai pu faire une autre diligence. Mais me rapportes-tu quelques nouvelles enfin? Sans doute, et de l'objet qui fait votre destin. J'ai par un ordre exprès quelque chose à vous dire. Et quoi? Déjà mon cœur, après ce mot soupir. Parle. Souhaitez-vous savoir ce que c'est? Oui, dis vite. Oh, monsieur, attendez, s'il vous plaît. Je me suis à courir, presque mis hors d'haleine. Prends-tu quelque plaisir à me tenir en peine? Puisque vous désirez de savoir promptement l'ordre que j'ai reçu de cet objet charmant, je vous dirai... Enfin, sans vous vanter mon zèle, j'ai bien fait du chemin pour trouver cette belle. Et si... Peste soit fait de tes digressions! Il faut modérer un peu ses passions. Et Sénèque est un sot dans ta bouche, puisqu'il ne me dit rien de tout ce qui me touche. Dis-moi ton ordre, le taux. Pour contenter vos vœux, votre orphise, une bête est là dans vos cheveux. Laisse! Cette beauté de sa part vous fait dire... Quoi? Devinez. Sais-tu que je ne vais pas rire? Son ordre est qu'en ce lieu vous devez vous tenir. Assurez que d'un peu vous l'y verrez venir.
lorsqu'elle aura quitté quelques provinciales, aux personnes de cour, fâcheuses animales. Tenons-nous donc au lieu qu'elle a voulu choisir. Mais puisque l'ordre m'offre ici quelques loisirs, laisse-moi méditer. J'ai dessein de lui faire quelques vers sur un air où je la vois se plaire. Tout le monde sera de mon opinion. Croyez-vous l'emporter par l'obstination? Je pense mes raisons meilleures que les vôtres. Je voudrais qu'on nous oui les unes et les autres. J'avise un homme ici qui n'est pas ignorant. Il pourra nous juger sur notre différence. De grands enfants, souffrez vos appels pour être entre nous deux juges d'une querelle. Dans le débat, contenez nos divers sentiments sur ce qui peut marquer les plus parfaits amants. C'est une question navitaire difficile et vous devez chercher un juge plus habile. Non! Vous nous dites là d'inutiles chansons. Votre esprit fait du bruit et nous vous connaissons. Nous savons que chacun vous donne à juste titre. Et de grâce. En un mot, vous serez notre arbitre et ce sont 2 moments qu'il vous faut nous donner. Vous retenez ici qui vous devez condamner. Car en fait, s'il est vrai ce que j'en ose croire, mon ciel, ma raison donnera la victoire. Que ne puis-je à mon traître inspirer le souci d'inventer quelque chose à me tirer d'ici? Pour mourir son esprit, j'ai trop beau témoignage pour craindre qu'il prononce à mon désavantage. Enfin, ce grand débat qui s'allume entre nous est de savoir s'il faut qu'un amant soit jaloux. Ou, pour mieux expliquer ma pensée, la vôtre, lequel doit plaire plus d'un jaloux ou d'un autre? Pour moi, sans contredit, je suis pour le dernier. Et dans mon sentiment, je suis pour le premier. Je crois que notre cœur doit donner son suffrage à qui fait éclater du respect que davantage. Et moi, que si nos voeux doivent paraître au jour, c'est pour celui qui fait éclater plus d'amour. Oui, mais on voit l'ardeur dont une âme est saisie, bien mieux dans le respect que dans la jalousie. Et c'est mon sentiment que qui s'attache à nous aime d'autant plus qu'il se montre jaloux. Fille, ne me parlez point pour être amante humaine de ces gens dont l'amour est fait comme la reine et qui, pour tout respect et toute offre de vœux, ne s'appliquent jamais qu'à vous rendre fâcheuse, dont l'âme que sans cesse en noir transporte à nous, des moindres actions cherche à vous faire un crime en soumet l'innocence à son aveuglement et veut sur un coup d'œil en éclaircissement qui, de quelque chagrin lui voyant l'apparence, se plaignent aussitôt qu'il n'est de leur présence. Et lorsque dans nos yeux brille un peu d'enjouement, veulent que les rivaux en soient le fondement. Enfin, qui prennent entre eux des fureurs de leurs ailes, ne vous parlent jamais que pour faire querelle, osent défendre à tout l'approche de nos cœurs, et se font le tyran de leur propre vainqueur. Oui, je veux des amances, que le respect qu'inspire et leur soumission marquent mieux notre empire. Fille, ne me parlez point pour être vraies amances de ces gens qui pour nous n'ont nulle importance, de ces tièdes galantes qui les cœurs paisibles tiennent déjà pour eux les choses infaillibles, n'ont point peur de nous perdre et laissent chaque jour sur trop de confiance endormir leur amour, sont avec leurs rivaux en bonne intelligence et laissent un champ libre à leur persévérance. Un amour si tranquille excite mon courrouce, c'est aimer froidement que n'être point jalouse. Et je veux qu'un amant, pour me prouver sa flamme, sur d'éternels soupçons laisse flotter son âme. Et
par de prompt transport d'un signe éclatant de l'estime qu'il fait, de celle qu'il prétend. On s'applaudit alors de son inquiétude, et s'il nous fait parfois un traitement trop rude, le plaisir de le voir soumise à nos genoux, s'excuser de l'éclat qu'il a fait contre nous. Ses pleurs, son désespoir d'avoir pu nous déplaire, est un charme à calmer toute notre colère. Si, pour vous plaire, il faut beaucoup d'emportement, je sais qui vous pourrait donner le contentement. Et je connais des gens dans Paris, plus de 4, qui, comme ils le font voir, aiment jusqu'à battre. Si pour vous plaire, il faut n'être jamais jalouse. Je sais certaines gens fort commodes pour vous, des hommes en amour d'une humeur si souffrante, qu'ils vous verraient sans peine entre les bras de 30. Enfin, par votre arrêt, il vous faut déclarer celui de qui l'amour vous semble à préférer. Puisqu'à moins d'un arrêt, je ne m'en puis défaire, toutes deux à la fois je vous veux satisfaire, et pour ne point blâmer ce qui plaît à vos yeux, le jaloux aime plus, et l'autre aime bien mieux. L'arrêt est plein d'esprit, mais Suffit, j'en suis quitte. Après ce que j'ai dit, souffrez que je vous quitte. Ah, que vous tardez, madame, et que j'éprouve vieille. non, ne quittez pas un si doux entretien. À tort, vous m'accusez d'être trop tard venu, et vous avez de quoi vous passer de ma vue. Sans sujet contre moi, voulez-vous vous aigrir? Et me reprochez-vous ce qu'on me fait souffrir? Ah, de grâce, attendez. Laissez-moi, je vous prie, et courez vous rejoindre à votre compagnie. Ciel! Faut-il qu'aujourd'hui fâcheuse et ces fâcheuses conspirent à troubler les plus chers de mes vœux? Mais allons sur ses pas, malgré sa résistance, et faisons à ses yeux briller notre innocence. Ah, marquis! Que l'on voit de fâcheux tous les jours venir de nos plaisirs à interrompre le course. Tu m'avoues enragé d'une assez belle chasse que fat! C'est un récit qu'il faut que je te fasse. Je cherche ici quelqu'un et ne puis m'arrêter. Parbleu, chemin faisant, je te le veux conter. Nous étions une troupe assez bien assortie, qui, pour courir un cerf avion, hier fait partie, et nous fûmes couchés sur le Pays Express. C'est-à-dire, mon cher, en fin fond de forêt. Comme cet exercice est mon plaisir suprême, je voulus pour bien faire aller au bois moi-même, et nous conclûmes tous d'attacher nos efforts sur un cerf, qu'un chacun nous disait cerf d'Écorce. Mais moi, mon jugement, sans commande que j'arrête, vu qu'il n'était que cerf à sa seconde tête. Nous avions, comme il faut, séparé nos relais et déjeunions en hâte avec quelques effraises, lorsqu'un franc campagnard avec longue rapière, montant superbement sa jument boulinière, qui l'honorait du nom de sa bonne jument, s'en est venu nous faire un mauvais compliment, nous présentant aussi, pour surcroît de colère, un gros bonnet de fils aussi sot que son père. Il s'est dit grand chasseur et nous a prié tous qu'il peut avoir le bien de courir avec nous. Dieu préserve en chassant toute sage personne d'un porteur de huget qui, mal à propos, sonne, de sages gens qui, suivis de 10 régalos, disent « Mammouth » et font les chasseurs merveilleux.
Sa demande reçue et ses vertus prisées, nous avons été tout frappés à nos brisés. À trouer longueur de trait, taillons! Voilà d'abord le cerf donné au chien. J'appuie et sonne forte, mon cerf débouche et passe une assez longue plaine, et mes chiens après lui. Mais si bien en haleine qu'on les aurait couverts tous d'un seul juste au corps. Il se rabat soudain, je l'âme ravie, il empaume la voix et moi, je s'en écris affinante, affinante. Je revois à plaisir sur une taupinière et raisonne à loisir. Quelques chiens revenaient à moi comme pour disgrâce. Le jeune cerf marquis, un campagnard, passe. Mon étourdi se met à sonner comme il faut et crie à pleine voix « Taillot, taillot, taillot ». Mes chiens me quittent tous et vont à ma pécore. J'y pousse et je revois dans le chemin encore. Mais à terre, mon cher, je n'eus pas jeté l'œil. Quand j'ai connu le chat, j'ai senti un grand deuil. J'ai beau lui faire revoir toutes les différences des paces de mon cerf et de ses connaissances, il me soutient toujours en chasseur ignorant que c'est le cerf de meute. Et par ce différent, il donne temps aux chiens d'aller loin. J'en enrage. Et pestant de mon cœur contre le personnage, je pousse mon cheval et par haute et par basse, qui pliait des gaulises aussi gros que les traces. Je ramène les chiens à ma première vouée, qui vont, en me donnant une excessive joie, requérir notre cerf comme s'il l'eusse vu. Il le relance, mais ce coup est-il prévu? À te dire le vrai, chère marquise, il m'assomme. Notre cerf relancé va passer à notre homme, qui, croyant faire un trait de chasseur fort vanté, d'un pistolet d'arçon qu'il avait apporté, lui donne justement au milieu de la tête, et de fort loin me crie « Ah, j'ai mis par la bête !» A-t-on jamais parlé de pistolets, bon Dieu, pour courir un cerf? Pour moi, venant dessus le lieu, j'ai trouvé l'action tellement hors d'usage que j'ai donné des deux à mon cheval, de rage. Et monsieur revenu chez moi est toujours au courant, sans vouloir dire un mot à ce sot ignorant. Tu ne pouvais mieux faire et ta prudence est rare. C'est ainsi des fâcheux qu'il faut qu'on se sépare. Adieu. Quand tu voudras, nous irons quelque part où nous ne craindrons point de chasseurs compagnons. Fort bien. Je croyais qu'enfin je perdrais patience. Cherchons à m'excuser avec diligence.
Il est vrai, d'un côté mes soins ont réussi, cet adorable objet enfin s'est adouci. Mais d'un autre, on m'accable et les astres sévères ont contre mon amour redoublé leur colère. Oui, Damis, son tuteur, mon plus rude fâcheuse, tout de nouveau s'oppose au plus doux de mes vœux. À son aimable nièce a défendu ma vue, et veut d'un autre l'époux l'avouer de même pourvu. Orphise, toutefois, malgré son désaveu, daigne accorder ce soir une grâce à mon feu. Et j'ai fait consentir l'esprit de cette belle à souffrir qu'en secret je la visse chez elle. L'amour aime surtout les secrètes faveurs. Dans l'obstacle qu'on force, il trouve des douceurs. Et le moyen entretien de la beauté qu'on aime, lorsqu'il est défendu, devient grâce suprême. Je vais au rendez-vous, c'en est l'heure à peu près, puis je veux m'y trouver plus tôt avant qu'après. Suivrai-je vos passes? Non, je craindrais que peut-être, à quelques yeux suspects, tu me fisses connaître. Mais je ne le veux pas. Il faut suivre vos loués. Mais au moins ici de louer. Te tairas-tu, fin fouesse? Et ne veux-tu jamais quitter cette méthode de te rendre à toute heure un valet incommode? Monsieur, le temps répugne à l'honneur de vous voir. Le matin est plus propre à rendre un tel devoir. Mais de vous rencontrer, il n'est pas bien facile, car vous dormez toujours où vous êtes en ville. Au moins, messieurs vos gens me rassurent ainsi. Et j'ai, pour vous trouver, pris l'heure que voici. Encore est-ce un grand heure dont le destin m'honore, car 2 moments plus tard, je vous manquais encore. Monsieur, souhaitez-vous quelque chose de moi? Je m'acquitte, monsieur, de ce que je vous dois. Il vous vient, excusez l'audace qui m'inspire, si... 100 ans de façon qu'avez-vous à me dire? Comme le rang, l'esprit, la générosité que chacun vante en vous. Oui, je suis fort vanté. Passons, monsieur. Monsieur, c'est une peine extrême lorsqu'il faut à quelqu'un se produire soi-même, et toujours près des grands on doit être introduite par des gens qui de nous fassent un peu de bruit, dont la bouche écoutée avec poids débite, ce qui peut faire voir notre petit mérite. Enfin, j'aurais voulu que des gens bien instruits vous eussent pu, monsieur, dire ce que je suis. Je vois assez, monsieur, ce que vous pouvez être, et votre seul abord le peut faire reconnaître. Oui, je suis un savant charmé de vos vertus. Non pas de ces savants dont le nom n'est qu'en us. Il n'est rien si commun qu'un nom à la latine. Ceux qu'on habille en grec ont bien meilleure mine. Et pour en avouer un qui se termine en S, je me fais appeler Monsieur Caritides. Monsieur Caritides, souhaite. Qu'avez-vous à dire? C'est un placette, monsieur, que je voudrais vous lire, et que, dans la posture où vous met votre emploi, j'ose vous conjurer de présenter au roi. Eh, monsieur, vous pouvez le présenter vous-même.
Il est vrai que le roi fait cette grâce extrême, mais par ce même excès de ses rares bontés, tant de méchants placés, monsieur, sont présentés, qu'ils étouffent les bons, et l'espoir où je fonde est qu'on donne le mien quand le prince est sans monde. Eh bien, vous le pouvez et prendre votre temps. Ah, monsieur, les huissiers sont de terribles gens. Ils traitent les savants de fucking anazardes, et je n'en puis venir qu'à la salle des gardes. Les mauvais traitements qu'il me faut endurer, pour jamais de la cour me feraient retirer. Si je n'avais conçu l'espérance certaine qu'auprès de notre roi vous serez mon mécène, oui, votre crédit m'est un moyen assuré. Eh bien, donnez-moi donc, je le présenterai. Le voici, mais au moins oyez-en la lecture. Non. C'est pour être instruite. Monsieur, je vous conjure. Ô roi, sire, votre très humble, très obéissant, très fidèle et très savant sujet des serviteurs, Charitides, français de nation, grec de profession. Ayant considéré les grands et notables abus qui se commettent chaque jour aux inscriptions des enseignes des maisons, boutiques, cabarets, jeux de boules et autres lieux de votre bonne ville de Paris, en ce que certains ignorants compositeurs des dites inscriptions renversent par une barbare, pernicieuse et détestable orthographe toutes sortes de sens et de raisons sans aucun égard d'étymologie, analogie, énergie, ni allégorie quelconque, au grand scandale de la République des lettres et de la nation française qui se décrie et déshonore par les dits abus et fautes grossières envers les étrangers, et notamment envers les Allemands. Curieux lecteurs et inspectateurs des dites inscriptions. Ce placette est fort long et pourrait bien fâcher. Ah, monsieur, pas un mot ne s'en peut retrancher. Achevez promptement. Supplie humblement votre majesté de créer, pour le bien de son état et la gloire de son empire, une charge de contrôleur intendant, correcteur, réviseur et restaurateur général des dites inscriptions, et dit-elle honoraire le suppliante, tant en considération de son rare et éminent savoir que des grands et signalés services qu'il a rendus à l'État et à votre majesté, en faisant l'anagramme de votre dite majesté en français, latin, grec, hébreu, syriaque, chaldéen, arabe, Bien, donnez-le vite et faites la retraite. Il sera vu du roi, c'est une affaire refaite. Hélas, monsieur, c'est tout que montrèrent mon placette. Si le roi ne peut voir, je suis sûr de mon fait, car comme sa justice en toute chose est grande, il ne pourra jamais refuser ma demande. Au reste, pour porter au ciel votre renom, donnez-moi par écrit votre nom et surnom. J'en veux faire un poème en forme d'acrostiche dans les deux bouts du vers et dans chaque hémistiche. Oui, vous l'aurez demain, monsieur Charitides. Ma foi, de tels savants sont des ânes bien faits. J'aurais dans d'autres temps bien ri de sa sottise. Je pense qu'à la fin je pourrais bien sortir. Viendra-t-il point quelqu'un encore me divertir? Marquis, je viens d'apprendre une étrange nouvelle. Quoi? Qu'un homme tantôt a fait une querelle. À moi?
Que te sert-il de le dissimuler? Je sais de bonne part qu'on t'a fait appeler, et comme ton ami, quoi qu'il en réussisse, je te viens contre tout faire offre de service. Je te suis obligé, mais crois que tu me fais... Tu ne l'avoueras pas. Mais tu sors sans valise. Demeure dans la ville ou gagne la campagne, tu n'iras nulle part que je ne t'accompagne. Ah, Jean-Jacques! À quoi bon de te cacher de moi? Je te jure, marquis, qu'on s'est moqué de toi. En vain, tu t'en défenses. Que le ciel me foudroie, si d'aucun Tu démêlé... penses qu'on te croye? Eh mon Dieu, je te dis, et ne déguise point, Ne que... me crois pas dupe et crédule à ce point. Veux-tu m'obliger? Non. Laisse-moi, je te prie. Point d'affaires, marquis. Une galanterie en certains lieux, ce souhait. Je ne te quitte pas. En quel lieu que ce soit, je veux suivre tes pas. Parle! Puisque tu veux que j'aille une querelle, je consens à l'avoir pour contenter ton zèle. Ce sera contre toi qui me fais enrager, et dont je ne me puis par douceur dégager. C'est fort mal d'un ami recevoir le service. Mais puisque je vous rends aussi mauvais office, adieu. Vivez sans moi et tout ce que vous aurez. Vous serez mon ami quand vous me quitterez. Mais voyez quel malheur suive ma destinée. Ils m'auront fait passer l'heure qu'on m'a donnée. Ouais, malgré moi, le traître espère l'obtenir. Mon juste courroux le saura prévenir. J'entrevoilà quelqu'un sur la porte d'Orphise. Quoi? Toujours quelque obstacle au feu qu'elle autorise. Oui, j'ai su que ma nièce, en dépit de mes soins, doit voir ce soir chez elle Eraste sans témoins. Qu'entends-je à ces gens-là dire de notre maître? Approchons doucement, sans nous faire connaître. Mais avant qu'il ait lieu d'achever son dessein, il faut de 1000 coups percer son traître sein. Va-t'en faire venir ceux que je viens de dire pour les mettre en embûche au lieu que je désire, afin qu'au nom des races on soit prêt à venger mon honneur, que ces feux ont l'orgueil d'outrager, à rompre un rendez-vous qui dans ce lieu l'appelle et noyer dans son sang sa flamme criminelle. Avant qu'à tes fureurs on puisse l'immoler, traître, tu trouveras en nous à qui parler. C'est qu'il m'ait voulu perdre, un point d'honneur me presse de secourir ici l'oncle de ma maîtresse. Je suis à vous, monsieur. Ô ciel, par quel secours tenterai pas assuré, vois-je sauver mes jours? À qui suis-je obligé d'un si rare service? Je n'ai fait vous servant qu'un acte de justice. Ciel, puis-je à mon oreille y ajouter quelques fouets? Est-ce la main d'Eraste? Oui, oui, monsieur, c'est moi, trop heureux que ma main vous ait tiré de peine, trop malheureux d'avoir mérité votre haine. Quoi? Celui dont j'avais résolu le trépasse est celui qui pour moi vient d'employer son bras. Oh, c'en est trop, mon cœur est contraint de se rendre. Et quoique votre amour se soit pu prétendre, ce trait si surprenant de générosité doit étouffer en moi toute animosité. Je rougis de ma faute et blâme mon caprice. Ma haine trop longtemps vous a fait injustice, et pour la condamner par un éclat fameux, je vous joins dès ce soir à l'objet de vos vœux. Monsieur, quelle aventure a d'un trouble effroyable! Ma nièce, elle n'a rien que de très agréable, puisqu'après tant de vœux que j'ai blâmés en vous, c'est elle qui vous donne Eraste pour épouse. Son bras a repoussé le trépas que j'évite, et je veux envers lui que votre main m'acquitte. Si c'est pour lui payer ce que vous lui devez, j'y consens. Devant tout un jour qu'il a sauvé. Mon cœur est si surpris d'une telle merveille qu'en ce ravissement je doute si je veille. Célébrons le ressort dont vous allez jouir, et que nos violons viennent nous réjouir.